Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le bilan des 5 années qui viennent de s'écouler entre la validation de mon Master 2 de psychologie et l'obtention des titres de psychologue et psychothérapeute à maintenant. Dans un premier temps et sur la première partie de cette vidéo, je vais faire une synthèse sur les 5 ans 2018-2023 qui viennent de s'écouler, notamment au travers des postes en institution que j'ai pu occuper, ainsi que la création et le développement de mon cabinet en libéral, et je vous parlerai aussi des formations que j'ai réalisées. Dans un second temps, j'ai eu à cœur aussi de pouvoir échanger avec vous sur l'évolution du métier de psychologue et sur notamment ce par quoi nous sommes passés, nous les psys, depuis 5 ans, parce qu'il y a eu pas mal de changements. Évidemment, je vais revenir sur la sélection en master et tous les changements qu'il y a pu avoir, sur la pandémie, mais pas que, et sur le projet de remboursement des consultations chez le psychologue. À travers cette seconde partie, j'ai également eu à cœur de vous expliquer un peu par quoi je suis passée sur cette fin 2022, début 2023, notamment grâce ou à cause des réseaux sociaux, et ça me tenait à cœur effectivement de pouvoir revenir sur cette période qui a été plus ou moins difficile, mais surtout très enrichissante. Et pour terminer, la troisième partie, je vous donnerai quelques conseils, mon avis et également mes craintes sur le futur du métier de psychologue. Concernant mon premier emploi, je l'ai trouvé quand j'étais en stage de Master 2, puisque sur mon lieu de stage final, on m'a proposé de continuer et d'être embauchée pour terminer une étude que j'avais commencée quand j'étais en Master 2. Donc j'étais hyper contente, puisque finalement c'était entre guillemets la solution de facilité, mais ça me plaisait, je connaissais l'équipe, je connaissais l'hôpital, je savais ce sur quoi j'allais travailler, donc finalement c'était assez facile, surtout que j'avais envie de débuter l'activité et l'aventure en libéral, donc c'est vrai que je me suis dit au moins le fait d'avoir un truc un peu simple, un peu safe, va me permettre d'être plus sereine pour me lancer quand même ce défi juste à la sortie des études de créer mon cabinet de psychologie. Pour ce premier poste, la désillusion a été énorme, vraiment, entre ce que l'on m'avait dit que j'allais faire et ce que réellement j'ai fait. Le principe de réalité, là, je me le suis pris en pleine poire. Je me suis sentie extrêmement frustrée, il y avait quasiment aucun plaisir dès les premières semaines finalement de ma prise de poste. Déjà parce qu'au début, je pensais que j'allais avoir un joli contrat, un CDD. En réalité, bon, ça tombait bien puisque je voulais créer mon activité en libéral, mais c'était pour le coup uniquement du freelance, j'avais pas ce statut. Donc ça aussi, je me suis dit, ah mince, moi qui voulais un peu de stabilité pour débuter, aïe aïe aïe, je suis lancée dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Et puis c'est surtout que quand j'étais stagiaire, déjà il y avait quand même un filtre de la part de mes tutrices de stage, le switch entre stagiaire et psychologue, le fait de m'adresser non pas à elle en tant que tuteur, mais en tant que collègue, ça a été très compliqué pour trouver ma place. Et c'est surtout que entre ce que je faisais en tant que stagiaire attachée à la recherche clinique et ce que je faisais en tant que psychologue rattachée à la recherche clinique, je peux vous dire que c'était un peu le jour et la nuit. Je suis passée à faire de la passation des entretiens semi-directifs à de la cotation sur des tableurs Excel dans un sous-sol où je voyais pas le jour. J'ai passé l'été de mon diplôme. Heureusement, j'ai eu quelques jours de vacances, mais ils sont passés vite à la trappe. J'ai quand même passé toute cette période-là vraiment dans des conditions de travail. Enfin, je m'étais même questionnée sur la légalité un peu de ça, parce que voilà, c'était vraiment assez compliqué, mais ça a été hyper formateur, et c'est surtout qu'en termes de projet professionnel, ça m'a tout de suite permis de me rendre compte que je voulais pas du tout faire de la recherche scientifique, de la recherche clinique, ça m'intéressait pas du tout. Vous l'aurez compris, cette expérience professionnelle, certes, elle a été enrichissante, mais réellement, je faisais pas de la psychologie clinique. Moi, ce que j'aimais, c'était être au chevet du patient, et donc j'ai très vite pris du temps pour trouver un autre poste, et j'ai trouvé ce poste-là via les réseaux sociaux. C'était une annonce pour un remplacement de congé maternité à 70% dans un EHPAD de banlieue parisienne, et j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Le processus de recrutement a été un petit peu laborieux puisque très vite j'ai été rappelée, j'ai passé 2 entretiens qui à mon sens s'étaient bien passés, mais on m'a laissé plus d'1 mois et demi sans aucune nouvelle, malgré des relances. J'ai pas harcelé la direction, mais j'ai quand même envoyé 2 emails de qu'est-ce qu'il en est finalement, j'aimerais bien me positionner. Pendant ce temps-là, je lançais mon activité en libéral, donc croyez-moi, j'étais bien occupée, mais c'est vrai que c'était quand même assez inconsistant et pas très sécurisant cette affaire-là. Et j'ai 2 mémoires, encore une fois, ça date un petit peu, donc peut-être que ma mémoire me fait faux bon, mais j'ai été appelée quasiment la veille pour le lendemain pour une prise de poste. J'ai toujours trouvé ça étrange, mais apparemment c'est comme ça des fois que ça peut fonctionner. Et donc presque du vendredi pour le lundi suivant, j'ai été appelée et j'ai pris mon poste. Il y a eu une petite journée de passation entre la psychologue qui partait et moi qui arrivais, mais ça a été très succinct. Ce qui était intéressant, c'est que comme c'était un CDD de 6 mois, ça me permettait vraiment de quand même avoir un petit peu de temps pour reprendre les dossiers en cours, mais aussi proposer des choses en EHPAD.
EHPAD. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo que j'ai pu faire sur la place du psychologue en EHPAD, puisque vraiment l'émission était particulièrement enrichissante. Et c'est surtout qu'à l'issue de ces 6 mois-là, la psychologue que je remplaçais n'a pas souhaité revenir tout de suite et qu'un CDD de 6 mois s'est finalement remplacé et prolongé plutôt dans un poste un peu plus pérenne sur presque 1 an et demi, puisque j'y suis restée de novembre 2018 à mars 2020. Je vous laisse imaginer ce qui a pu se passer en mars 2020 qui m'a voilà, largement décidé à quitter l'EHPAD, mais n'empêche que sur cette période-là, j'avais vraiment un super équilibre. Je travaillais en institution, donc en EHPAD, le lundi, mardi et jeudi, et le vendredi, samedi, j'avais mon activité en libéral. Petite parenthèse sur mon activité en libéral, bien que vous ayez une multitude de vidéos sur ma chaîne YouTube, sachez que oui, c'est tout à fait possible, si vous êtes supervisé et bien accompagné par des professionnels dont c'est le métier, de créer votre activité en libéral à la sortie des études. Émancipez-vous un peu du discours très verrouillé qu'on peut entendre par-ci et par-là. Moi, j'ai fait le choix d'avoir une activité mixte parce que j'avais aussi envie d'avoir les avantages, bon, qui se sont rapidement transformés en inconvénients, hein, mais de la vie institutionnelle. C'est un équilibre, mais vous pouvez vous lancer 100% libéral à la sortie des études, vous pouvez être 100% en institution, vous pouvez voyager, vous pouvez ne pas être psychologue, vous faites ce que vous voulez à la sortie de vos études. Vraiment, c'est hyper important. Du moment que ça s'inscrit dans voilà, un éthique et une déonto de notre métier et que vous êtes accompagné et pas lâché dans la nature tout seul, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc finalement, ce poste-là, c'était très intéressant d'être en EHPAD pendant 3 jours. Ça me permettait de créer un véritable équilibre et d'avoir globalement un 70% institutionnel et un 40% à peu près en activité libérale. Je ne faisais à l'époque que de la consultation en présentiel. J'avais commencé de temps en temps à la demande des patients, notamment parce qu'en libéral, je recevais pas mal de personnes atteintes de pathologies chroniques qui pouvaient par moment ne pas pouvoir se déplacer, à faire quelques télés de consultation, mais ça restait vraiment voilà, saupoudré dans ma pratique clinique en libéral. Et c'est grâce au Covid, mais on va en reparler, que j'ai pu déployer toute cette activité digitale. En ce qui concerne les formations, là aussi, il y aurait beaucoup à dire. Je vous renvoie notamment à la vidéo que j'ai pu faire sur le syndrome de l'imposteur. Mais alors, une fois mon diplôme en poche, je ne me sentais pas du tout dans une posture de psychologue. Je ressentais énormément d'illégitimité à pouvoir accompagner des personnes. Et donc, je me suis complètement plantée, parce que c'est pas du tout ça qui apporte la légitimité, mais j'ai foncé tête baissée dans une multitude de formations. Donc, premier conseil de la vidéo, enfin deuxième, le premier c'était quand même de vous lancer si vous le sentez en libéral et surtout de bien vous faire accompagner. Mais deuxième conseil, c'est vraiment prenez le temps avant de vous lancer, peut-être, enfin voilà, en termes d'investissement tant financier que énergivore et chronophage, prenez le temps avant de vous lancer dans des formations, vraiment par pitié s'il vous plaît, réfléchissez et pensez votre projet de formation, parce que moi je me suis lancée à peine diplômée dans 2 diplômes universitaires plus le niveau 1 en EMDR, sans compter les colloques, les séminaires, les petites formations de 1 ou 2 journées que je pouvais avoir en libéral. Vraiment, ne faites pas comme moi. Voilà, prenez le temps d'être supervisé, d'avoir votre suivi psy, de bosser sur votre estime de vous, sur votre syndrome de l'imposteur, avant de dépenser votre temps et votre argent dans une multitude de diplômes universitaires, que je ne regrette pas parce que ça a été hyper enrichissant et ça m'a permis de développer des méthodes, des outils, mais c'est pas ça qui va vous donner la posture et la légitimité d'exercer en tant que psychologue. Ensuite, concernant ce poste en EHPAD, ça a été très bien pendant globalement 1 an et demi, et à un moment donné, il y a eu un changement de direction, et sur les 4 à 6 derniers mois, ça a été beaucoup plus laborieux, et j'ai commencé réellement à me questionner sur la pertinence de continuer, et voilà, d'être encore dans ce poste-là. Et ça tombe bien, puisqu'en fait, il y a eu vraiment un alignement de plein de choses, mon sentiment de mal-être au travail, le fait que la psychologue que je remplaçais a souhaité revenir, et je vous le donne en mille, début mars 2020, il s'est passé un événement planétaire qui a un peu redistribué les cartes, et donc vraiment le rat a quitté le navire, je me suis barrée en courant, il y a eu une passation d'ailleurs assez laborieuse, un peu à l'image de la passation qu'il y avait eu 1 an et demi plus tôt. Mais vraiment, voilà, j'ai quitté le monde institutionnel, j'ai fermé mon cabinet, je suis passée exclusivement en téléconsultation pendant le premier confinement. Et l'été 2020, aussi lunaire que ça puisse paraître, les frontières étant ouvertes, j'ai énormément voyagé. Je suis partie avec mon mari faire un road trip dans les capitales européennes. Et ça aussi, c'est quelque chose que je vous recommande. N'hésitez pas à faire des pauses, notamment dans des moments de transition professionnelle ou à la sortie des études. Vous n'êtes pas dans l'obligation, même si des fois il y a une pression financière, de rentrer tout de suite sur
le marché du travail, prenez le temps de vous trouver, prenez le temps de penser et d'articuler votre projet professionnel. Je vous invite à voyager, ça on va y revenir aussi sur voilà, les compétences et facultés des psychologues qui ont voilà, dû faire preuve de beaucoup de flexibilité et parfois même de suradaptation, mais vraiment l'ouverture d'esprit, la curiosité, voyez du pays. Moi j'ai eu tendance à voyager très loin, mais vous pouvez aussi voyager très proche de chez vous, hein. Je vous demande pas de faire un tour du monde, mais essayez voilà, de voir du pays et de pouvoir vous connecter à vous pour mieux vous connecter aux autres. On passait cette transition finalement à l'été 2020, où d'ailleurs je pense que c'était assez voilà, compliqué pour tout le monde, hein. On avait eu le premier confinement, il y avait le deuxième qui s'annonçait, on savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé. J'ai quand même ressenti le besoin, en parallèle du développement de mon activité en libéral, de trouver à minima un mi-temps en institution, et donc j'ai répondu à une offre d'emploi que j'ai trouvée via LinkedIn pour un 50% en CDI dans un ESPIC, donc établissement de santé privée d'intérêt collectif, c'est toujours très compliqué les acronymes, bref. Donc finalement c'était un CDI convention 66, donc plutôt le bon deal. Moi qui sortais un peu de moments insécurisants avec plus de 2 ans en CDD renouvelé et le début de mon activité en libéral, là j'ai vraiment réussi à trouver cet équilibre, mi-temps institution, mi-temps libéral, et ça a duré pareil 1 an et demi à peu près. En parallèle de ça, j'ai terminé les formations que j'avais débutées. Je me suis aussi formée donc à l'hypnose, à la douleur chronique, au psychotraumatisme plus généralement, mais cette fois-ci voilà, de manière beaucoup plus pensée et réfléchie. Je pense que j'avais commencé à tirer les conclusions et les leçons de ces 2 premières années de vie professionnelle, et j'ai vraiment pris mon temps pour voilà, digérer les apports formatifs, pouvoir les mettre en place sur le terrain, et puis soi-même débuter aussi d'autres projets personnels, mais aussi professionnels, avec notamment la supervision, et le coaching et le mentorat des étudiants en licence et en master de psychologie. Ensuite, j'ai déménagé, et sachez que personnellement, ça c'est des gros changements qui peuvent avoir des incidences au niveau professionnel, puisque en fait je me suis éloignée de mon cabinet en libéral pour me rapprocher du monde institutionnel, de là où j'exerçais voilà, mon poste de psychologue en CETD, donc Centre d'évaluation et de traitement de la douleur chronique. Et finalement, si c'était à refaire, je me rapprocherais plutôt de mon cabinet en libéral plutôt que de me rapprocher de l'institution, puisque très rapidement j'ai ressenti le besoin, notamment lié à une forte frustration en libéral, de ne pas pouvoir réaliser des projets on venait me solliciter et je devais dire non puisque j'avais ce 50% en institution et que l'équilibre était certes intéressant, mais je devais dire non à des superbes projets qui me faisaient un peu plus vibrer que des consultations en CETD. Pour être tout à fait transparente avec vous, j'ai perdu rapidement voilà, le sens. L'équipe était pourtant géniale, l'hôpital était top, hein, vraiment au niveau de la dynamique institutionnelle. Étrangement, je n'ai rien à reprocher, mais c'était vraiment moi. J'étais arrivée à un tournant de ma vie où je pense que j'avais fait suffisamment d'institutions. Je sais que ça peut paraître voilà, assez mince comme expérience institutionnelle, mais vraiment j'avais la sensation d'avoir fait le tour du service au bout d'1 an et demi. J'ai au début demandé à réduire ce temps-là, donc je suis passée d'un 50% à un 30%, et en fait ça c'est quelque chose que je ne vous recommande pas du tout. Si vous voulez réduire votre temps, partez. Si évidemment vous avez un temps plein et que vous voulez switcher à un temps, voilà, un 50, enfin, et encore plutôt 70 à 50%, pourquoi pas, mais là 50% c'était déjà tout petit, donc passer à un 30% c'était vraiment ridicule. Donc en mai 2022, j'exerçais à 30% en institution et le reste vraiment c'était mon activité en libéral qui se déployait. J'ai massivement développé la téléconsultation à la suite du Covid. Ensuite j'ai développé mon activité en tant que superviseuse, en tant que coach universitaire. Alors j'aime pas du tout ce terme-là, mais voilà, je fais du mentorat finalement et de l'accompagnement d'étudiants, notamment pendant la sélection en master, mais pas que. Les profs sont débordés, les universités n'ont pas les moyens de pouvoir accompagner sereinement, posément et je trouve de manière efficace les étudiants. Bref, en tout cas, j'ai développé vraiment beaucoup de choses en libéral, des groupes thérapeutiques, des interventions en entreprise, voilà, des ateliers en ligne, etc. C'était vraiment hyper enrichissant et c'est surtout que je me suis rendu compte que l'institution, j'étais en train de la désinvestir totalement et même qu'au niveau éthique et déonto, j'avais plus envie d'y aller, j'étais pas du tout motivée. Donc là, j'ai préféré dire stop et au retour du congé estival de voilà, ces 3 semaines en août qui font clairement du bien, j'ai pu voilà, poser ma démission à la rentrée. J'aurais pu la poser avant, mais je voulais faire ça proprement. Et donc, au mois de septembre, j'ai posé ma démission. Je peux vous dire que les 3 mois de préavis, je les ai sentis passer, mais fort heureusement, j'avais d'autres projets, ce qui fait que ça m'a permis de trouver cet équilibre et de pouvoir, sur la fin 2022 et début 2023, être officiellement 100% en libéral. Quand je dis 100% en libéral, il faut bien comprendre que je ne fais pas que des consultations en présentiel au cabinet.
tout le début de ma semaine, je suis en télétravail, donc je fais évidemment des téléconsultations, mais je fais également de la création de contenu pour les réseaux sociaux, de la rédaction d'articles, je fais aussi voilà, des ateliers en ligne, etc. Donc c'est pas uniquement que de la consultation. Et puis sur la fin de la semaine, en soirée, le jeudi, le vendredi et un peu le samedi, je travaille en libéral, en présentiel au cabinet. Et là, je fais des groupes thérapeutiques, de la supervision de professionnels, principalement de psychologues, mais pas que, et aussi évidemment des consultations avec des patients. En ce qui concerne mon organisation à l'heure actuelle, je ne travaille pas avant 14 h. Vraiment, moi, le matin, c'est dédié à ma vie perso, à ma vie de famille, à voilà, toutes ces choses-là. Je ne travaille absolument pas. Par contre, je fais 14 h, 20 h. C'est quelque chose qui se prête à la vie personnelle que j'ai actuellement, mais sachez que ça peut être amené à bouger, et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à anticiper, mais aussi à profiter. C'est-à-dire que voilà, c'est pas parce que votre collègue, votre copine vous dit que elle fait voilà, des consultations de 9 h à 17 h que vous devez absolument avoir le même rythme de travail. Arrêtez de vous comparer, surtout en libéral. Vous gérez votre cabinet comme vous le sentez. Voilà, vous avez peut-être entendu que le mercredi, le samedi et les soirées, c'était les créneaux qui étaient les plus remplis. Alors oui, statistiquement, c'est ceux qui se remplissent en premier, mais vous pouvez très bien exercer sur des plages horaires plus réduites ou différentes, et votre réseau professionnel va se construire et les patients vont venir à votre cabinet. Vous tracassez pas pour ça, ne vous bloquez pas un projet de déploiement d'activité en libéral uniquement parce que vous vous dites mes horaires ne coïncident pas. Il n'y a aucun problème. J'ai vu et j'ai été suivie par un psychologue pendant des années qui travaillait la nuit. C'était vraiment voilà, un octambule et c'est complètement ok, son cabinet était plein. Deuxième partie de cette vidéo concernant l'évolution du métier de psychologue. Il y a énormément de choses à dire. Je vais principalement me concentrer sur les points qui, moi, m'ont sauté au visage. Déjà, premier gros changement, ça a été au niveau de la sélection en master, puisque à mon époque, et pourtant je ne suis pas bien vieille, ça ne fait donc 5 ans que j'ai eu mon diplôme, la sélection avait lieu à la fin du M1 pour rentrer en master 2, et là finalement, désormais, c'est à la fin de la licence pour rentrer en M1. Alors, j'ai pas forcément d'avis sur si c'est bien ou si c'est pas bien, de toute façon, j'ai envie de vous dire, on pourrait en discuter pendant des heures, c'est actif, c'est mis en place, donc autant faire avec et essayer de s'adapter. Par contre, ce qui est toujours très délicat, c'est au niveau des universités et de la sélection. En plus, là, cette année, il y a eu le déploiement de la nouvelle plateforme. Je vous raconte pas les bugs que ça a eu et le calvaire que ça a été, tant du côté des universités que des profs, et évidemment des pauvres étudiants qui se sont retrouvés encore voilà, sur le carreau parce que juste, ils ont oublié de téléverser une pièce justificative, ou parce que bah, juste, il y a eu un bug et que tant pis, c'est pas grave, ils retenteront l'année prochaine. Je trouve ça super injuste dans tous les camps finalement, tant du niveau des universités que des professionnels qui accompagnent les étudiants, que évidemment au premier plan les étudiants qui sont laissés sur le bord de la route. Ce que je trouve surtout assez délicat, c'est de demander à des étudiants à la sortie de la licence un projet professionnel, parce que franchement, je sais pas pour vous, mais alors moi mon projet professionnel, il a fait que de se modifier, que d'évoluer au gré des rencontres, au gré des formations, au gré de ce que je pouvais vivre aussi personnellement. Mon projet professionnel à la sortie de la licence, c'était pas du tout le même à la sortie du master, et c'est pas du tout le même à l'heure actuelle. Enfin, vraiment, c'est très compliqué. Alors, j'entends que c'est une photographie à l'instant T d'un projet pro qu'on leur demande, mais quand je vois ce qui est demandé, enfin, je trouve ça assez cruel de demander à des très jeunes étudiants de se positionner professionnellement sur là où ils ont envie d'exercer, les thématiques de recherche qu'ils ont envie de creuser. Pareil, tout ce qui est notes, je comprends complètement qu'on demande des 12 pour rentrer en master, puisqu'on sait statistiquement que généralement on perd 2 points de moyenne, donc un étudiant qui va être tout juste à 12, quand il va rentrer en master, la marge va être copieuse et costaud, donc naturellement s'il perd 2 points et qu'il arrive à 9,5, il va pas valider son master, et ça c'est pas du tout ce que les universités souhaitent, ni pour, sans parler des statistiques, juste pour l'étudiant, on va pas le laisser avec un bac plus 4 ou une licence même sans rien, donc c'est assez délicat je trouve. Par contre, quand il y a des universités qui se basent encore une fois que sur les notes, c'est abusé, parce qu'en plus, vraiment, en termes d'insertion pro, c'est pas parce que vous avez mention très bien que vous allez trouver du travail plus rapidement que quelqu'un qui, comme moi, a eu un peu au ras des pâquerettes la validation de son diplôme. Donc c'est assez délicat. Je comprends un peu le côté nébuleux, et c'est délicat pour les universités de se positionner, mais vraiment là, la sélection, franchement, c'est de plus en plus dur. Alors je sais aussi que c'est lié au fait qu'il y ait de plus en plus d'étudiants qui postulent, donc c'est génial que enfin cette filière, qui pendant très longtemps était la filière poubelle, puisse encore attirer des gens, parce qu'en plus, quand on se renseigne sur le métier de psychologue, et ça aussi c'est un peu le nerf de ma petite guerre, de communiquer autour des difficultés du métier de psychologue, moi très honnêtement, si c'était à refaire, je sais pas si je me dirigerais tout de suite vers des études de
psychologie, hein. Mais en tout cas, les licences de psychologie et surtout les masters en psychologie clinique, ils ont des fois 2000 dossiers pour 20 places en master. Et donc, naturellement, la sélection est de plus en plus cruelle et injuste parce que déjà, on ne connaît pas les critères. Et en plus, même en respectant les critères, il y a une part de chance où on peut ne pas être sélectionné. Et c'est extrêmement compliqué, surtout qu'il y a de plus en plus de masters qui ne font pas passer d'oraux de sélection, donc on peut même pas défendre à l'oral et expliquer son projet. Voilà, je trouve ça assez cruel. Donc vraiment, première évolution qu'on a tous senti passer, c'est la sélection en master, qui fait que sur le marché du travail, il y a des étudiants qui arrivent. Déjà, à mon époque, voilà, il y avait des fois peu d'estime professionnelle, c'était très compliqué, il y avait un gros syndrome de l'imposteur, mais alors là, tous les étudiants qui sortent de master, c'est extrêmement compliqué pour eux de se sentir légitimes quand ils ont eu un tel traumatisme de la sélection pour rentrer en master et poursuivre naturellement leurs études. Deuxième évolution, c'est la levée des tabous autour de la santé mentale. Le Covid a vraiment au moins eu ce point positif, c'est qu'on a osé parler du mal-être en général. Il y a eu aussi pour le coup, malheureusement, le développement de choses plus ou moins ok avec toutes ces startups autour de la santé mentale qui ont sauté sur l'occasion de faire du business. Je pourrais faire une vidéo entière là-dessus sur vraiment le charlatanisme, le développement de courants plus que douteux en psychologie, mais c'est pas forcément ce vers quoi j'ai envie d'aller dans cette vidéo. Mais en tout cas, il y a eu quand même, on va dire, un coup de projecteur de mise sur la santé mentale. Par conséquent, il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont découlé, mais je trouve ça génial. On ose plus parler de mieux en mieux et de plus en plus de la santé mentale, et je trouve ça vraiment extra. Il y a de plus en plus de personnalités publiques qui osent dire qu'elles vont chez le psychologue, qui osent parler de leurs problèmes de santé mentale, et je trouve ça assez incroyable. Et donc si au moins le Covid a eu ça de positif, c'est tant mieux. Ensuite, je vais essayer de faire très court parce que c'est un sujet... vous allez commencer à voir germer sur mon cou quelques petites plaques rouges tellement ça a tendance à m'activer émotionnellement. C'est le fameux projet gouvernemental des remboursements des consultations chez le psychologue. Alors je le redis encore une fois, vraiment, et j'espère que ce sera la dernière fois, oui, tous les psychologues sont pour le remboursement des consultations chez le psychologue. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, ce à quoi on s'oppose, c'est les propositions gouvernementales actuelle. N'adhérez pas à ce dispositif, c'est mettre le doigt dans un engrenage où on va à la mort de notre profession, où on va être instrumentalisé, encore plus pour le coup minimisé et asservi, il n'y a pas d'autre mot. Donc vraiment, respectez-vous, respectez votre métier et par pitié, ne vous conventionnez pas. Je vous renvoie d'ailleurs au manifeste psy qui avec brio a réussi à porter notre voix au pouvoir public et à essayer de faire bouger les choses. Même si je vous avoue que je suis un petit peu pessimiste sur l'avenir de ce projet-là, quoi qu'il en soit, il y a réellement eu un coup de projecteur de mis sur les psychologues, mais pas le bon coup de projecteur qu'on attendait. On a été énormément décriés, soi-disant on ne pensait qu'à faire de l'argent sur le dos des pauvres personnes malheureuses et voilà, psychiquement instables. C'est pas du tout le cas, il n'y a pas que l'argent qui rentre en jeu dans ce projet gouvernemental, c'est aussi la manière dont les psychologues sont traités. Moi, je refuse d'être instrumentalisée, assujettis et de devoir rendre des comptes à d'autres professionnels qui ne sont pas formés à l'accompagnement psychologique. Bref, vous l'aurez compris, c'est un sujet chaud bouillant et je vous invite surtout à vous renseigner. Il ne s'agit pas de faire la chasse aux sorcières, mais si vous rencontrez des professionnels qui sont conventionnés, n'hésitez pas à échanger avec eux et à essayer, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais de les convaincre de changer leur fusil d'épaule et de se rallier à une cause beaucoup plus juste qui est la défense de notre beau métier de psychologue. Ensuite, autre point concernant l'évolution du métier de psychologue, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais enfin les psychologues sortent de leur bureau, enfin il y a des psychologues qui parlent sur les réseaux sociaux et il y a eu effectivement un gros coup de projecteur également de mise sur la visibilité des psychologues. De plus en plus de psychologues ont des comptes professionnels sur les réseaux sociaux, il y a des Instagrammeurs psy, il y a des TikTokers psy, il y a des personnes qui osent parler certes de leurs difficultés mais aussi de leurs pratiques. Évidemment il y a des personnes qui font aussi leur pub, mais je trouve que c'est un très bon canal de communication. Moi aussi, j'ai commencé comme ça sur les réseaux sociaux, donc vraiment ça, je trouve ça extraordinaire. Par contre, le revers de la médaille, et ça c'est la transition toute trouvée pour aborder avec vous un autre sujet qui m'a énormément touchée, c'est malheureux, et je vous renvoie notamment à l'une des dernières vidéos à l'heure actuelle qu'a pu faire Major Mouvement sur finalement le revers de la médaille qu'on peut se prendre quand on est créateur de contenu autour de la santé plus généralement sur les réseaux sociaux. C'est vraiment les critiques, comme tout influenceur, j'ai horreur de ce mot-là, mais c'est le mot qu'on utilise. Il y a vraiment un revers de la médaille et je trouve ça
atroce d'utiliser, de devoir subir ça et de se dire bah ouais, t'es exposé, donc tu te prends ça dans la figure et c'est normal. Vraiment, alors j'irai pas jusqu'à dire que j'ai subi du harcèlement parce que ça ne rentre pas, j'allais dire, dans la définition du harcèlement, mais en termes de critique, j'ai un peu pris cher sur fin 2022, début 2023. Je ne vais évidemment pas tout vous raconter ici, ces affaires sont depuis réglées et même si elles ne le sont pas, je suis ok d'en parler et c'est loin derrière moi. Mais sachez que malheureusement, si vous décidez d'être exposé sur les réseaux sociaux, si vous décidez de travailler avec des entreprises qui vont faire un peu de pub sur les réseaux, si vous, vous mettez en place une communication, un marketing autour de votre activité en libéral, sachez qu'il y a de fortes chances qu'on vienne vous taper sur les doigts et pas qu'un peu. Notamment sur les réseaux sociaux, ce qui est à la fois étrange et qui en même temps ne me surprend pas, c'est que vous allez vous faire taper sur les doigts, non pas par quelqu'un qui passe par là au hasard et qui a envie de cracher sa haine, mais par vos collègues. Sachez que ce à quoi vous vous exposez, ce sont des collègues, alors souvent des collègues qui restent un peu anonymes, qui vous disent juste « je suis psychologue » ou alors en faisant quelques recherches, vous allez deviner qu'ils sont psychologues et ça je trouve que ça doublement problématique, qui soit vont venir vous voir en message privé, donc ça, bon bah voilà, j'ai envie de vous dire, vous supprimez, soit qui vont vous taguer, c'est-à-dire vous mentionner sur les réseaux sociaux sans que vous les connaissiez, sans qu'en amont vous ayez discuté avec eux, pour ouvertement vous critiquer. Alors les réseaux sociaux sont très bien faits, vous pouvez bloquer, vous pouvez signaler, mais n'empêche que au moment où vous allez vous coucher, vous checkez vos notifications sur les réseaux sociaux, ça bon j'ai appris à ne plus le faire, mais moi c'est comme ça que ça m'est arrivé, et là vous tombez sur un prof d'université ou un collègue en libéral qui est pas loin de chez vous, qui vous insulte copieusement, et vraiment des insultes, alors c'est bien amené, ce qui fait que c'est pas tout de suite signalé sur les plateformes, parce que c'est pas des insultes, des gros mots, c'est ça, sinon on zappe et ça perd en crédibilité. Mais c'est vraiment des gens qui font de la diffamation, qui vous déglinguent ouvertement, et là vous êtes là, mais moi en fait j'ai juste voulu faire un post pour dire que je déménageais, ou moi en fait j'ai juste voulu communiquer sur des ateliers en ligne, et on vous assomme de critiques. Alors ça reste encore une fois 0,5%. Le problème, c'est que quand ça plaît pas, on se manifeste, et quand ça plaît, on va juste laisser un petit like. Donc c'est pour ça que je vous invite, vraiment, ça prend mes 30 secondes, à commenter, à valider les choses que vous voyez sur les réseaux sociaux, quand vous voyez une collègue qui se lance dans un nouveau projet, si vous ça vous plaît, si ça vous met la puce à l'oreille, que ça vous donne envie, vous aussi, de vous lancer dans d'autres projets, dites-le, partagez, vraiment quand ça plaît, dites-le. Je vous fais un parallèle, et pourtant je déteste quand on note les professionnels de santé sur les réseaux sociaux, mais quand il y a un bon plat, moi je me suis fait la réflexion tout à l'heure, j'étais à la terrasse d'un restaurant, et quand ça plaît, généralement, on va pas noter le restaurant en disant « Oh, j'ai trop bien mangé ». Voilà. Par contre, si on vous sert mal, c'est très français ça, mais si on vous sert mal, si vous n'êtes pas content, là vous allez faire c'était pas bon, on m'a mal reçu, etc. On critique souvent quand ça plaît pas, mais on critique pas de manière bienveillante et constructive quand c'est bien, quand c'est un contenu qui vous plaît. Donc vraiment, ça prend 30 secondes de mettre un petit like, un petit commentaire, un truc qui vous plaît. Dites-le, dites que vous êtes content, parlez de vos fiertés, de vos gratitudes, de plein de choses comme ça. Répandez un peu d'amour et de bienveillance, parce que franchement, c'est aussi la transition trouvée vers mes craintes pour l'avenir. Vraiment, je sais pas où vont les réseaux sociaux, mais l'évolution qu'il y a eu entre 5 ans, entre tous les réseaux sociaux qui sont en plein essor, les changements d'algorithme, le harcèlement qui est à chaque coin de poste, j'ai vraiment très très peur là-dessus. Autre crainte que je peux avoir, ça concerne donc la dernière partie de cette vidéo, c'est donc plus globalement ce vers quoi les psychologues en libéral et même en institution, c'est plus parce que, parce que je ne fais plus partie du monde institutionnel que je ne m'inquiète pas pour mes collègues en institution, mais vraiment j'ai l'impression qu'on va être encore plus instrumentalisé, qu'il va y avoir un tout pouvoir, si ce n'est pas déjà le cas, de la médecine et des politiques en interne, et que vraiment on va venir taper sur les doigts des psychologues. Encore une fois, il y a des situations bien pires, il ne s'agit pas de plaindre et de dire qu'on est les plus mal lotis, parce que non, je pense à nos collègues aides-soignants, éducateurs, infirmiers, on est tous très mal lotis dans le secteur médico-social, dans le secteur de la justice, dans le secteur hospitalier, tout ça c'est dramatique. Par contre, je vous avoue qu'en libéral, il y a eu toute cette période un peu plus clémente. Les psychologues en libéral, c'était ok, ils faisaient leur vie de leur côté, etc. Et là, j'ai l'impression qu'il y a eu un espèce de bouc émissaire de trouver. Au lieu de donner des moyens aux psychologues en institution, on vient non seulement encore plus leur serrer la vis,
mais en plus, on vient pour le coup vraiment taper sur les doigts des psychologues en libéral, en leur imposant une façon de travailler, alors que finalement, dans libéral, on entend quand même un peu liberté. C'est pour ça aussi que j'ai choisi ce mode d'activité-là, autonome, indépendance, enfin voilà, liberté, c'est aussi pour ça que je me destine à être, enfin que je suis 100% libérale et que je me destine à continuer ça. Donc vraiment, une de mes craintes, c'est qu'on vienne finalement faire la chasse aux sorcières en libéral des psychologues qui ne voudraient pas, par exemple, se conventionner ou répondre à un énième protocole, et qu'on vienne du coup encore plus tirer le diable par la queue au niveau des institutions. Quand même clôturer cette vidéo sur une note positive et des conseils que je pourrais vous donner, que ce soit vous qui êtes peut-être en train de terminer vos études de psychologie ou même de passer cette rude sélection comme on a pu le voir. Pareil pour les jeunes diplômés ou même des psychologues qui ont plusieurs années d'expérience qui tomberaient sur cette vidéo. Sachez que vraiment, une question qu'on me pose souvent, c'est quoi les qualités pour être psychologue? Alors moi je vous avoue que j'en ai un peu marre qu'on dise faut être bienveillant, faut être empathique, parce que trop d'empathie tue l'empathie et vous risquez de vous prendre de plein fouet si vous n'y êtes pas formé et préparé les problématiques des personnes que vous accompagnez. Je vous invite surtout à être de plus en plus ouvert d'esprit et à être curieux. Alors pas la curiosité pour savoir tout ce qui se passe partout, hein, mais vraiment cette curiosité bienveillante que vous devez avoir envers les êtres humains pour comprendre le système dans lequel ils évoluent, pour comprendre finalement leurs mœurs et coutumes, pour comprendre finalement comment ils ont voilà, grandi, qu'est-ce que leur schéma de croyance a pu induire en eux dans certains de leurs comportements. En termes d'ouverture d'esprit, vraiment, alors moi je suis une grande adepte des voyages, mais encore une fois, vous pouvez voyager à une demi-heure de chez vous, il n'y a aucun souci, mais vraiment, voyez du pays, sortez-vous de la tête ce qu'on a pu vous marteler peut-être pendant des formations universitaires ou sur des lieux de stage, etc. Voilà, un psychologue, certes, il doit être mobile et savoir s'adapter, mais avant tout, il doit avoir une grande ouverture d'esprit. C'est pas parce que vous avez eu un master psycha qu'il ne faut pas vous intéresser au TCC. Et inversement, l'inverse est tout aussi vrai, c'est pas parce que vous rentrez dans une équipe et qu'on vous dit il y a que des psychas ici, que vous n'avez pas votre place. Bien au contraire, vous l'aurez compris, l'un des premiers et principaux messages de cette vidéo, c'est d'être accompagné soi-même, d'avoir votre suivi psychologique. Même si vous sentez que vous avez peu de choses à bosser, c'est hyper intéressant pour tester différentes méthodes, approches. Si vous connaissez pas, j'en sais rien, l'ICV, eh ben allez voir un psy ICV. Si vous connaissez pas la psychanalyse, eh ben faites une cure analytique sur 1 ou 2 ans, il n'y a aucun souci là-dessus. Au contraire, c'est hyper enrichissant. Et puis aussi, surtout, point important, faites-vous superviser. Je ne comprends pas qu'il y ait encore des psychologues qui ne soient pas supervisés, qui n'aient pas des régulations dans les équipes institutionnelles, qui n'aillent pas voir un psy pour eux-mêmes se faire superviser sur des changements de poste, sur prendre sa place en institution, sur développer son activité en libéral, sur vaincre le syndrome de l'imposteur, sur poser son cadre avec tel ou tel patient, sur... Enfin, vraiment, alors moi, c'est vital, donc c'est vrai peut-être que je projette un petit peu, moi, ce qui est vital pour moi, mais vraiment, la supervision, c'est la clé de la sérénité dans son activité professionnelle. Ce sera le mot de la fin. J'ai conscience que cette vidéo a été un petit peu longue. Merci si vous êtes resté jusqu'au bout. Pour soutenir la création de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un petit like et puis à commenter. L'espace est fait pour vous et je réponds à chacun des commentaires. J'ai encore cette chance de ne pas avoir une immense communauté, donc j'en profite. Les micro-niches permettent voilà, d'avoir une interaction solide avec les personnes qui peuvent voilà, regarder et consommer ce contenu-là. Donc n'hésitez pas à être actif en commentaire et nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.